Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Avec Véronique, on a fait le choix de développer un nouveau format d'échange. On va vous faire travailler. Et on va co-développer une vision, la vision des RADI 2024 par rapport à l'open source. Bon, on est un peu ambitieux dans nos attentes, mais c'est peut-être avec ça qu'on arrivera à quelque chose. Donc, Yvan Rouver, d'Autour de minuit, qui reprendra la parole également au nom d'Anime France. Ensuite, nous avons Arnaud Roland, qui est le directeur adjoint métier à la direction du numérique du CNC. Nous avons Flavio Pérez, directeur technique recherche et développement des Faits Spéciales, qui est également le président du chapitre de Montpellier d'ACM SIGGRAPH. Nous avons Yannick Castin, qui est superviseur recherche et développement chez Bobby Pills. Et notre session, elle va fonctionner d'une manière particulière. Donc il y aura 3 phases. Alors ça va vous paraître un peu scolaire ce que je vais dire, mais on va essayer d'y arriver. Donc la première phase, on va faire intervenir nos 4 intervenants qui sont sur scène, qui exprimeront leur choix pour utiliser des briques open source, les manques et besoins de développement de nouvelles briques open source, ainsi que d'identifier celles qui pourraient être développées collectivement et comment nous pourrions structurer et coordonner en France pour faire de la recherche et du développement sur l'open source pour les filières du cinéma d'animation. Je suis désolé du texte, mais à peu près chaque mot a une importance, parce qu'on parle bien d'animation en France. Et également, nous avons M. Arnaud Roland du CNC, qui, lui, n'intervient pas en tant que consommateur d'open source, mais en tant que structure institutionnelle qui peut aider certaines démarches, notamment en termes d'innovation, dans notre filière. Alors, dans un second temps, nous allons donner la parole à la salle pour que chacun puisse exprimer sur ses besoins en open source, sa volonté ou non de participer à des projets collectifs. Et puis, on attend de vos idées pour comment gérer ces projets, comment organiser des démarches collectives. Et puis, avec Véronique, nous vous passerons le micro et Patrick, nous vous passerons le micro dans la salle pour que vous puissiez intervenir. Et enfin, dans un troisième temps, nous redonnerons la parole à nos intervenants qui sont sur scène pour qu'ils nous indiquent ce qu'ils mettent en priorité dans ce qui a pu être cité, et ainsi qu'on puisse voir comment construire en France une démarche collective pour développer des briques en open source pour l'animation. Voilà. Et donc, alors on espère que tout ça va bien se passer, parce qu'on va aussi essayer de prendre des notes sur toutes vos suggestions, etc. Bon, on n'a jamais organisé vraiment de session comme ça, mais voilà, ça va être une première. Et on va commencer par donner la parole à Flavio, qui d'abord a participé déjà à plusieurs éditions des RADI sur les sujets de l'open source. Et c'est un peu par rapport à sa démarche et tout, il nous a inspiré pour mettre en place cette session. Donc, on te passe la parole. C'est une lourde responsabilité de démarrer. Okay, c'est beaucoup de pression, mais... OK. Donc, l'animation en mode open source. On m'a demandé d'introduire rapidement l'utilisation qu'on en fait chez nous, donc chez les Faits Spéciales. Ça fait 9 ans qu'on fait du long métrage, du court, du documentaire, de l'hybride à 2D, 3D. Alors, on n'est pas des ayatollahs du libre. Je tiens à le préciser, on a des licences propriétaires et on paye des licences, bien sûr. Mais on a un engagement fort sur le libre, donc notamment d'utilisation. On a mis Blender au cœur de notre production il y a plus de 10 ans déjà, et on nous traitait un peu de fous à l'époque. De contribution, donc on contribue à Blender, au Grease Pencil, mais à d'autres projets open source, et de partage où globalement tout notre développement est disponible sur GitLab. On pourra y revenir. Donc en gros, on le dit et on le fait. On a 30% de nos ETP aujourd'hui qui sont sur ces sujets. C'est grâce notamment au soutien du CNC, avec la majoration des 15% qui existe sur l'aide aux moyens techniques. Après la fusion du CIT et RIAM, ça a été conservé et je suis très content que ça ait été le cas. On le fait aussi parce qu'on a dû créer un impôt recherche, donc on a l'importance des leviers des financements publics sur la R&D, on va le pressentir, je pense, dans la discussion, et sur Libre en particulier.
Et on le fait parce que notre stratégie, en fait, nous, c'est d'abord de fabriquer des images. On est un studio, on n'est pas un éditeur de logiciels, donc notre stratégie, elle est autre part, en fait. Et sur GitLab, on trouve, à cette adresse, on trouve 80 dépôts de code. Il y a 2 scènes OpenScene 2D pour benchmarker les outils 2D et la R&D. On a 2 gros axes. LibreFlow que j'avais pu présenter il y a 2 ans ici, donc je ne vais pas trop en reparler, mais qui est développé notamment sur un framework qui avait été créé chez Supermonks, libre, qui s'appelait Cabaret. Et beaucoup de choses autour du Blender et du Grease Pencil. Avec des outils que j'ai pu présenter aussi à d'autres occasions. Pour la petite histoire, c'est un choix que j'ai porté à la création de l'entreprise, à l'époque où je devais réinventer la roue à chaque fois que je changeais de studio. J'étais parti d'Illumination et ensuite d'Ineffecto. À l'époque aussi où Durand venait de fermer en portant 30 ans de R&D dans les limbes, et à l'époque où un gros consortium, dont on ne peut plus dire le nom, dont la seule trace qu'on avait gardée finalement c'était la brique open source, c'était TurtleOFX pour ceux qui se souviennent. Il y a un côté militant aussi, hein, moi ça me paraît normal que si de l'argent public finance des projets, qu'une partie retourne au public aussi. Donc ça c'est un peu le côté militant. Donc je ne vais pas parler plus d'effets. Vous pourrez me voir dans les prochains jours hein, si vous voulez qu'on discute de ces outils. Le temps que j'ai là maintenant pour les quelques minutes qui me restent là pour parler, je vais donner quelques bases utiles pour la suite de la discussion. On va commencer par les licences. Alors il y a 178 licences libres que la Free Software Foundation ou l'Open Source Initiative, ou les deux considèrent libres. Alors la différence entre les deux, c'est un peu comme le France Anime et le SPI, d'accord. Il y a 478 licences pas open source que les deux fondations ne considèrent pas libres. Et on va en passer en revue quelques-unes rapidement. La première, c'est l'Académie Free License version 1.1. Je vais la faire défiler, il faut lire rapidement et on va la commenter ensuite. Non. Ça me permet d'évoquer un point qui est important. Quand d'un script ou d'un logiciel, on entend en production, il n'y a pas de licence, il y a un juriste qui meurt dans le monde. D'accord. Il y a des licences, y compris le droit français. Il y a plein de choses à développer. C'est un beau sujet, aussi bien juridique que philosophique, mais on en parlera plus tard au dîner ce soir. Je vous recommande la thèse de Damien Picard, peut-être sur le logiciel libre en production qu'il avait fait à l'INREV et à ATI. Mais si on revient aux deux grandes familles de logiciels, il y a le propriétaire d'un côté et le libre de l'autre. Donc on a par exemple Maya ici et Blender là. L'open source, ça se situe à cheval, en fait, entre les deux. D'accord. Donc c'est une notion qui est vraiment importante. L'open source, ça ne veut pas forcément dire libre. Libre, ça veut forcément dire open source, mais open source, ça ne veut pas forcément dire libre. D'accord. Et donc par exemple au milieu, on trouve Unreal, okay, qui est un logiciel propriétaire, mais on peut accéder au code source pour peu qu'on ait créé un compte chez Unreal. La notion du logiciel gratuit elle s'applique bien sûr sur la partie libre, mais aussi sur la partie propriétaire open source ou sur la partie propriétaire seule. Donc, par exemple, gratuit, c'était le cas d'Unreal jusqu'à il n'y a pas longtemps, et ils ont changé de modèle, il y a pas, comme vous le savez. Et par exemple, comme je l'ai encore vu en production il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, QuickTime Pro 7, par exemple, se trouve dans est gratuit et se trouve dans la catégorie propriétaire. Message de service, hein, on est beaucoup à l'avoir beaucoup aimé, mais il faut tourner la page maintenant. D'accord. La dernière release, elle date littéralement d'il y a 10 ans. Donc, si j'évoque le gratuit aussi, c'est parce que donc on va se concentrer sur l'open source aujourd'hui, donc avec ce qui est propriétaire ou pas. Mais si j'évoque le gratuit aussi, c'est parce que le CNC, notamment dans l'aide aux moyens techniques, avec la majoration de 15% que j'ai évoquée, les projets libres ont à vocation d'être distribués gratuitement. Donc ces deux définitions de rendre les outils accessibles à d'autres prennent en compte le côté gratuit. C'est vrai pour les DCC qui sont listés ici, hein, les logiciels 3D, etc. Mais c'est vrai pour les add-ons aussi qui ont des licences, d'accord. Donc il ne faudra pas l'oublier. Maintenant, on peut se poser la question de comment les studios s'approprient la question de l'utilisation du logiciel libre et le partage du logiciel libre. Et là, ça tombe bien. L'an dernier, Input avait fait un VFX Animation Survey avec 110 studios de 33 pays, dont la moitié représente des studios de 50 personnes et plus. Je vous invite à la lire. Mais dans les questions spécifiques, il y avait deux questions spécifiques à l'open source qui apparaissent dans le rapport. La première, c'est celle-ci. Est-ce que votre studio partage ses développements en libre? Et la réponse globale, c'était 33% oui et 66% non. Notons que si le studio est petit, il partage plutôt à 25%, et si le studio est gros, à plus de 50 personnes, c'était 40% disaient oui. J'ai mis l'hypothèse que c'est probablement du fait d'une R&D plus structurée, du fait que des ingénieurs, des développeurs. Peut-être aussi un argument pour retenir des développeurs face à des secteurs qui payent mieux. Et bon, ça c'est un autre sujet. Et l'autre question, c'est quelle est l'appétence à adopter du logiciel libre dans votre studio? À gauche étant éviter l'adoption de logiciels libres, et 5 étant préférer largement adopter du logiciel libre en production.
Et on voit que massivement, les studios adoptent du logiciel libre en production, y compris ceux qui sont en rouge ici, qui avaient dit non à la question précédente. D'accord. Un petit coup de pied pour le survey de cette année qui vient d'être lancé. Je trouve que l'exercice est pertinent, donne des résultats intéressants, donc je vous invite à aller y répondre. Les données sont anonymes, ça prend 15 minutes. Peut-être qu'une initiative française, on pourra en discuter tout à l'heure, une initiative française serait utile pour les RadiRAF l'année prochaine, mais déjà il y a cette initiative qui existe et qui peut être répondue. Alors, pour finir, comment on contribue du code ? Pour moi, la base, c'est de faire du bug report. J'illustre ça avec une anecdote. On a fait une production sur Grease Pencil, donc le module d'animation 2D de Blender, où une de nos graphistes s'est plaint d'un bug au moment de merger 2 layers, donc fusionner 2 layers d'animation ensemble. En regardant rapidement, on s'est rendu compte que le système était complètement pété, pour le coup, et n'avait jamais marché dans Grease Pencil depuis des années. Il a fallu 1 heure à notre ingénieur pour faire un bon bug report, il n'avait jamais eu, et 1 heure pour le patcher. Patch qui a été pris en charge comme critique, c'est-à-dire qui a été porté sur toutes les versions LTS de Blender tout de suite après. Et quand on a contacté le studio mère du projet pour leur alerter sur ce bug et comment le résoudre, ils ont dit « Ah, mais on est déjà au courant. » Du coup, on a créé un add-on pour contourner le problème. Donc, il faut des jours pour créer un add-on. D'accord ? Il a fallu 1 heure pour patcher le bug, mais il faut des jours pour créer un add-on et le rendre efficace. Et surtout, ils n'ont pas pu prendre le temps de faire un bug report, ce qui me paraît dramatique. Donc, éduquez vos équipes à faire des retours, y compris sur vos propres outils. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point elles préfèrent vous court-circuiter que de faire remonter l'info que ça ne marche pas. Surtout les équipes 2D qui sont par culture moins tech. Mais bon, on pourra en parler, on en parlait à midi, on pourra en reparler. Après, bien sûr, contribuer du code, ça demande plus de travail. Ce n'est pas juste faire un fork sur GitLab, ça demande de présenter des fonctionnalités, ça demande de préparer des use cases, de discuter avec la communauté, de maintenir le code, documenter, patienter, convaincre. Donc, ça peut prendre du temps, surtout pour des gros projets comme Blender. Mais bon, on pourra en reparler aussi. Et l'autre question, c'est quand est-ce qu'on veut distribuer son code? On me le demande souvent. Moi, c'est Damien Courreau qui m'a appris la meilleure réponse. C'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours qu'on le fera à la fin de la prod. Et à la fin de la prod, on passe à autre chose, on passe à une autre prod, ou même on part, on ne prend pas le temps de le faire. Et donc, même quand c'est en bêta, pour moi, même si c'est embarrassant que ce soit en bêta, que ce soit là disponible, il faut le faire. L'outil ne marchera peut-être que dans votre contexte, dans votre environnement, il ne sera pas assez générique, il ne sera pas documenté. Bon, mais il est là, et vous aurez pu vous poser la question de à quel moment le mettre ou pas en ligne. Il est là. Donc, la question du support, elle va être importante. Elle va être, beaucoup de gens vont nous dire oui, mais on va être harcelé de questions, on va devoir y répondre, on va faire du support. Alors moi, dans mon expérience, ce n'est pas spécialement le cas. On aimerait même que les gens réagissent plus au code qu'on met en ligne. Et surtout, en fait, légalement, vous n'avez pas de responsabilité juridique à ce que ça marche pour des tierces personnes. Quand, dans la plupart des licences libres, c'est écrit en capital comme ça, j'ai juste copié-collé, c'est pas moi qui l'ai mis en capital, ça c'est celle de GPL, c'est celle qui est utilisée par Blender, mais par beaucoup d'autres. On peut citer, les détenteurs des droits d'auteur fournissent le programme en l'état, sans aucune garantie, expresse ou implicite. L'ensemble des risques liés à la qualité et aux performances du programme reposent sur vous, utilisateurs. Si le programme s'avère défectueux, vous, utilisateurs encore, assumez les coûts de tout service, réparation ou correction nécessaire. Donc, on ne peut pas revenir vers vous et vous mettre un procès parce que votre code ne marche pas. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une base qui est importante. La question du support, bien sûr, elle est importante. Un bénévole payant communautaire, de l'éditeur ou d'un tiers, c'est au cœur de la plupart des projets open source et parfois un frein important à l'adoption du logiciel. Et c'est le cas de Blender, qui, la Blender Foundation, ne fournit pas de support au studio. D'accord ? Il faut se débrouiller autrement. J'avais d'autres remarques, mais je vais les sauter. Juste une initiative qui va être importante dans la discussion, je pense. C'est l'Academy Software Foundation, la SWF. C'est une fondation qui a été créée par l'Académie des Oscars, la MPAA et la Linux Foundation, qui s'est rendu compte de l'importance vitale pour toute l'industrie de briques open source essentielles. On voit celles qui sont intégrées dans la ligne du dessus et celles qui sont en gestation, en incubation dans la ligne du dessous. Il faut imaginer que, par exemple, quand ça a été créé, EXR, le développeur principal a été parti, avait été embauché par un GAFA. Et pendant 2 ans, il n'y avait plus personne pour accepter des corrections de bugs sur UXR, d'accord, qui est devenu le format de l'échange de l'industrie. Et donc, la MPA s'est pris en main, a réfléchi et a mis en place des partenariats avec des studios contributeurs pour récupérer la gouvernance de ces outils et être sûr que dans le temps, les outils ne meurent pas de l'abandon du développement. D'accord. Voilà pour les bases. Et je vais laisser la parole aux autres parce que sinon...
Alors, je pense que Yvan, tu vas prendre la suite, s'il te plaît. Bonjour. Oui, Yvan Rouver, dans tous les cas, j'interviens là au nom d'Anime France. Je dirige aussi la direction générale d'Autour de Minuit. Donc nous, on a 2 studios, principalement orientés sur des pipelines Blender. Et la logique open source, elle est, j'allais dire, inhérente à ces studios depuis leur création, bien avant que j'arrive chez Autour de Minuit. Et c'est tout le sens d'une démarche d'une société qui initialement travaille dans le court-métrage et cherche à avoir des outils très pointus, très adaptés, projet par projet. Et c'est ce qui donne tout le sens, en tout cas tout non, mais une partie du sens à l'open source et au logiciel libre. Aujourd'hui, la vraie problématique, elle est qu'il y a des compétences, en tout cas en termes de syndicats et de réflexion plus macro, il y a des compétences, à l'évidence, il y a des structures, il y a beaucoup d'utilisateurs. Par contre, on a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on rationalise, comment est-ce qu'on partage mieux et qu'est-ce que ça induit. Parce que je pense qu'autant tout le personnel technique, alors je ne suis pas du tout technique, vous l'aurez compris, autant tout le personnel technique maîtrise, comprend, et j'allais dire se projette parfaitement sur qu'est-ce que ça implique de partager du code, autant nous, en tant que dirigeants, on ne maîtrise pas forcément parfaitement. Et une des questions qui se pose ou qui va se poser là aujourd'hui, c'est comment, en tant que dirigeant, on accompagne aussi des équipes de R&D pour que le partage soit meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors meilleur dans son volume, mais éventuellement meilleur dans sa qualité aussi. Voilà un peu le propos et dans tous les cas la raison d'intervenir sur cette conférence. Merci. Je ne ris pas à tes propos, Yvan, mais je ris au dessin de Morgane qui... Bien. Alors, on va te donner la parole. Yannick. Bonjour, donc moi je suis Yannick Castin, je suis superviseur R&D chez Bowie Pills, un peu aussi CGSUP là-bas, c'est un terme qu'on ne dit pas en 2D. Donc Bowie Pills, on fait beaucoup de 2D, et donc de l'open sourcing en 2D, c'est plutôt rare, il y en a. Nous, on utilise entre autres Kitsu, FFmpeg, et de plus en plus, on utilise Blender. Donc on arrive de plus en plus à aller vers l'open sourcing. L'intérêt d'un petit studio comme Bowie Pills pour l'open sourcing, c'est d'avoir des outils clés en main, professionnels, sur lesquels on n'a pas besoin de réinventer la roue. Ça, c'est quelque chose que Flavio a dit. J'ai fait beaucoup de studios, j'ai fait de la série, j'ai fait du long métrage, de la publicité, des cinématiques, et c'est toujours les mêmes problématiques. On a un scénario, à la fin on a des pixels, que ce soit de la 3D, que ce soit de la 2D, c'est toujours les mêmes problématiques. Il faut livrer des images dans un format HDR, 12 bits, 10 bits, où personne n'y comprend rien. L'open sourcing, ça permet justement de nous accompagner et nous aider là-dessus. Voilà. Après, de notre côté, pour l'instant, on est... Donc, Bowie Pills, c'est vraiment de la 2D traditionnelle qui a évolué en 2 ans. Il y a 2 ans, les logiciels qu'on utilisait, c'était Animate et After Effects. Maintenant, de plus en plus, on a une équipe TD dirigée par Quentin qui développe des outils, qui justement prospecte avec... on a parlé de Di qui travaille avec Aion. Sur Aion, eh ben, on est en train de discuter avec eux. On travaille avec Kitsu aussi. Et l'open sourcing, ça permet aussi ça. Je prends l'exemple de Kitsu qui est assez connu. Quel que soit le studio en 2D où quelqu'un a travaillé, il ou elle, généralement, studio au moins d'une taille moyenne, a pu travailler avec Kitsu, donc sait qu'il faut cliquer sur ce bouton-là et pas sur ce bouton-là, que tel statut fait ci, fait ça. Et donc à partir du moment où une personne a travaillé dans un studio, il ou elle n'aura pas à réapprendre dans un nouveau studio, et ça permet une consistance dans le travail des gens et dans le flux qui est le flux des intermittents, parce que les permanents vont connaître par cœur les logiciels,
les intermittents, que ce soit en prod, que ce soit en fabrication, vont devoir à chaque fois réinventer des nouvelles façons, réfléchir. L'open sourcing, ça permet d'avoir un socle, de parler un langage commun. Et l'open sourcing, selon moi, ça existe depuis la nuit des temps avec la cuisine, où la recette, c'est le workflow. Et ben voilà, on se partage des recettes et on travaille tous avec les mêmes ingrédients, etc. Pour moi, l'open sourcing, c'est cette force-là. C'est de se dire, on sait comment travailler. Alors, il y aura toujours des spécificités à chaque studio et à chaque production, mais par pitié, ayons un socle commun et des mêmes façons de parler, des mêmes termes, parce que ça commence aussi là-dessus. Dans notre industrie, chacun a des termes surfacing et compagnie, sur workflow, qu'est-ce qu'un workflow, qu'est-ce qu'un pipeline, un débat éternel. Il faut déjà qu'on commence aussi à parler le même langage, utiliser les mêmes outils, et on utilisera l'intelligence collective qui fait qu'au fur et à mesure, on arrivera à avancer. Et face à des changements tels que l'intelligence artificielle, de normaliser à cet aspect technique de notre industrie, ça permettrait aussi de se dire, OK, on n'est plus en train de se battre les uns avec les autres, on travaille tous dans la même direction. Je suis communiste, voilà. Merci. Et je pense qu'on va passer la parole à Arnaud Roland, puisque le CNC, maintenant, dans ses dispositifs d'aide, a aussi un régime incitatif par rapport à l'open source. Enfin, incitatif, c'est peut-être pas le bon terme. Oui, non, mais l'exercice n'est quand même pas facile hein, que tu nous proposes là aujourd'hui. Non, mais pour effectivement, la position du CNC, elle est un tout petit peu différente puisqu'on n'est pas un utilisateur et on n'est pas un contributeur direct. Moi, j'ai jamais contribué à une ligne de code de ma vie et je suis pas là pour ça de toute façon. On est à un poste d'observation et on finance effectivement des solutions open source via nos dispositifs annuels, notamment l'aide aux moyens techniques. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour que vous ayez une idée quand même de ce qui arrive comme projet open source au CNC annuellement. Donc depuis la mise en place de l'AMT, aide aux moyens techniques, vous l'avez compris, on a à peu près un peu plus de 230 projets qui ont été déposés depuis 1 an et demi. Il y en a 20 qui ont été déposés et qui avaient une brique open source assez importante dans le projet. Et il y en a 17 qui ont été soutenus. Donc on a un taux de soutien de 85, enfin un taux de sélectivité pardon, de 85%, qui est largement au-dessus du taux de soutien normal, de sélectivité normale dans le cadre de l'AMT. Ce qui veut dire que nos commissions de professionnels sont plutôt bienveillantes avec les solutions open source. Ça fait partie de leurs objectifs. À ce stade, les projets qui ont été retenus sont essentiellement des projets de développement d'outils ou d'amélioration de pipeline de production. On a cité Maya Blender, j'ai eu pas mal de projets aussi de bascule de Maya vers Blender, ou des outils internes de gestion de production. Ça, c'est pour l'AMT, et comme ça, vous avez tous les chiffres. C'est 1,4 million qui a été envoyé dans la filière sur des projets open source depuis le début de l'AMT. L'autre outil qui a servi, mais qui était un outil ponctuel, c'est France 2030, la grande fabrique de l'image. J'étais venu en parler l'année dernière. Sur les 12 projets d'animation, de studio d'animation qui ont été sélectionnés, on avait quand même une bonne partie qui, effectivement, avait intégré une brique open source ou la bascule, pour une partie d'entre eux, de Maya vers Blender. Donc ça, c'est pour la partie, j'allais dire, pure animation, celle qui avait cadré le débat aujourd'hui, qui est le cœur du réacteur de cette discussion. Pour autant, je me dois quand même de faire un tout petit peu pas de côté, parce que certes, on est le CNC, on est le financeur du secteur, mais je suis un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture. Et donc, en fait, nos discussions sur le sujet open source sont en fait plus larges, puisque c'est une stratégie gouvernementale dans laquelle le gouvernement actuel, en tout cas, est pleinement lancé. C'est aussi une stratégie européenne. Et donc, en fait, je pense que l'une des erreurs, mais il y aura peut-être des questions sur le sujet, l'une des erreurs possibles, et qu'à mon sens, il ne faut pas commettre, c'est de raisonner uniquement en silo. Et que dans la mesure où on est quand même dans un monde où il y a une convergence des technologies, entre l'animation et le jeu vidéo évidemment, mais avec d'autres industries hors ICC, les arbitrages que sera capable de prendre le gouvernement et
qui nous toucheront aussi CNC en tant qu'établissement public, se feront aussi à l'aune d'autres sujets. On en parlera peut-être aujourd'hui, mais tu l'as mentionné à l'instant, l'intelligence artificielle. Quand on voit les allers-retours d'OpenAI, par exemple, sur le sujet qui a commencé par faire de l'open source, puis en fait qui ferme complètement les écoutilles, et maintenant on bascule sur un modèle complètement fermé, on n'a plus du tout accès au code. C'est des questions qui, versus Mistral bien sûr, et donc du coup l'enjeu c'est continuer à ce que Mistral soit correctement en open source. Donc ces questions-là, en fait, dépassent le pur sujet de l'animation et pour autant auront des implications sur nos filières dans les années à venir. Merci pour ces précisions et je pense que oui, tu as raison de préciser que l'open source, ça va bien au-delà de l'animation. Voilà, mais on montera des coordinations pour se coordonner avec les autres filières. Voilà, alors on va rentrer dans la phase 2. On va donc passer le micro dans la salle. Merci bien pour votre présentation. Félix Ferrand, du coup, pour Steam Studio. Il y a un truc que j'ai pas vraiment compris. Nous, on a eu une grande partie de nos clients sont américains, canadiens, anglais. De plus en plus, on travaille avec la France. C'est vrai que nous, la plupart de nos clients travaillent sous Maya. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi le CNC avait l'air d'avoir autant d'intérêt à soutenir des projets de transition Maya Blender. J'ai du mal à comprendre en quoi ce choix-là, et à défaut de trouver d'autres mots, j'ai du mal à comprendre en quoi il vous concerne. Le choix, c'est pas nous qui le faisons. Le choix, c'est les entreprises qui le font. Vous avez parlé des chiffres sur les transitions open source. Vous avez beaucoup cité Blender. Ouais. Et j'ai du mal à comprendre ce que ça venait faire là. Pourquoi Blender plus que Gaffer, qui est un autre logiciel open source? Pourquoi Blender plus qu'un autre? Mais encore une fois, c'est pas nous qui faisons le choix, c'est l'entreprise. Ce que j'ai dit, c'est que dans les dossiers qui ont été soutenus, notamment dans le contrat avec de l'image, c'est des dossiers de développement technologique ou d'amélioration de pipeline. Et en fait, dans ces dossiers, les entreprises qui ont présenté le dossier ont fait le choix de basculer de Maya vers Blender. On ne leur demande pas de basculer vers Blender. Donc en fait, c'est juste un constat que je fais. C'est qu'il y a des entreprises du secteur français qui ont choisi de basculer sur Blender. J'entends. Ça aurait été un autre logiciel open source. J'entends complètement, mais vous avez insisté sur le fait que le ratio d'éligibilité de ces dossiers-là était... Non, des dossiers open source. Des dossiers open source, ouais. Globalement, parce que vous avez fait beaucoup ce parallèle avec Maya Blender, des transitions de pipeline Maya Blender. Il faut juste en avoir conscience. En privilégiant ça nous incite à essayer de faire cette transition. C'est à ça que ça sert. La finalité de privilégier les dossiers open source, c'est que les autres studios, c'est que l'ensemble de l'industrie française tende vers l'open source, quelque part. Alors, c'est deux questions différentes, du coup, vous posez. Il y a la question de la transition de la filière française du propriétaire vers de l'open source, et je laisserai aussi mes camarades en parler, et la question du Maya Blender. La question de Maya Blender, c'est presque anecdotique, c'est-à-dire que c'est une illustration, parce que on a constaté qu'effectivement, dans des dossiers, on avait une migration d'un certain nombre d'acteurs qui basculent de Maya vers Blender. Donc ça, c'est une question. La question de politique publique qui est posée, c'est pas celle-ci. La question de politique publique qui est posée chez nous, c'est effectivement une transition de la filière de logiciels propriétaires vers l'open source. Si la question que vous me posez, c'est est-ce que le CNC est engagé ou soutient une transition de la filière vers de l'open source, la réponse est oui. Mais le CNC n'est pas engagé dans une transition de Maya vers Blender. D'accord, c'est l'open source. D'accord, c'est l'open source. Voilà, l'objectif de politique publique, parce que encore une fois, et c'est là où c'était la fin de mon intervention, le gouvernement actuel, la France, est engagée globalement vers un soutien massif public vers l'open source. La Commission européenne aussi, considérant que c'est une forme de que c'est un outil pour atteindre une forme de souveraineté européenne, que c'est une forme de troisième voie entre la puissance des GAFA américaines et les écosystèmes très fermés à la chinoise, et que du coup, il y a une vraie politique publique à mener vers le développement de l'open source. Voilà, donc la politique que nous, on mène, c'est celle-ci, c'est pas du Maya Blender. D'accord, merci, c'est des informations que je n'avais pas. Merci bien. Donc c'est un Golem et Autodesk, alors je ne parlerai pas de Maya et Blender, c'est pas le propos. Ma question c'est open source, on mélange plein de choses, on parle de propriétaire. J'ai entendu la personne du CNC dire que c'est du propriétaire.
toute la communauté d'un environnement dans lequel tout le monde peut collaborer librement en choisissant une propriétaire payante, une propriétaire gratuite, vers un modèle où tout le monde doit aller vers un modèle libre où il faut, on ne peut pas s'interfacer avec ce modèle-là, où les autres sont exclus. Non, mais je pense pas, Stéphane, qu'il faut mettre ça en balance. Complètement. Tant que Blender restera dans ce système dogme du modèle purement contaminant, et qui n'ouvrira pas son interface pour permettre à d'autres de s'interfacer avec lui, c'est le choix qui est demandé aux différents acteurs. Alors, si la question est pour le CNC, encore une fois, non. On n'est pas du tout... encore une fois, la première slide était super. Effectivement, on ne fait pas la confusion entre un logiciel libre et open source. Il y a de l'open source payant, c'était Unreal. Donc, il n'y a pas de confusion sur le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, et encore une fois, en tant qu'établissement public, lancé dans une politique publique soutenue par le gouvernement et la Commission européenne, je suis désolé de répéter ça à chaque fois, c'est vraiment d'aller vers une solution qui soit open source, avec ce qu'on connaît de l'open source, c'est-à-dire l'accès au code, la capacité à le modifier et la capacité à le transmettre. Donc voilà, moi je suis parfaitement à l'aise avec ce sujet-là. Il se trouve que parmi les logiciels d'animation, Blender est non seulement open source, mais en plus libre, mais j'ai aucun problème avec Unreal Engine. Enfin, je veux dire... si c'était ça la question, parce que je ne suis pas... Non, moi je vous invite à regarder la conférence de Ton Rosendahl, l'ouverture de la Blender Conference l'an dernier, qui traite exactement de ce problème et qui explique que non, il y a des possibilités aux studios de s'engager, de participer, de partager leur code, mais il n'y a pas l'obligation de le faire. Et il est très très clair là-dessus. Donc Adobe a fini par trouver les moyens de faire des passerelles. Il y a plein d'autres qui ont commencé à créer des outils pour Blender et qui ne donnent pas leur code source qui peut être compilé. Mais c'est... voilà, moi, je suis pas un grand... Moi, effectivement, j'avais cette idée-là aussi que le GPL était contaminant et qu'à partir du moment où on faisait un import BPY, qui est l'API de Blender, on est obligé d'avoir ça en licence, GPL. Blender vient de lancer une plateforme qui s'appelle extension.blender.org où les gens peuvent mettre leurs add-ons, on a commencé nous en mettre, et n'oblige pas les add-ons à être en GPL. Ils ont GPL et Apache, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 2 licences acceptées, mais parce que c'est leur plateforme de toute façon. Mais voilà, après moi, je vous invite vraiment à retourner voir cette conférence parce qu'elle parle d'elle-même. Et ce serait le cas s'il y a une nouvelle licence, c'est très nouveau. Parce qu'il y a plein de gens qui sont passés dedans à ça. Nous, on nous a posé plein de fois la question de faire un plugin pour Blender, mais on n'a jamais pu le faire. Et après, on cristallise pas mal de choses autour de Maya, Blender, comme si c'était 2 équipes. Effectivement, c'est 2 philosophies différentes, mais on peut faire de l'open source avec autre chose que les DCC. C'est-à-dire que l'open source, c'est beaucoup plus global. On peut utiliser OpenRV, on peut utiliser... Enfin voilà, là, c'est vrai qu'on fait un focus sur ces 2 DCC-là, parce qu'ils opposent 2 philosophies, on va dire. Mais on peut utiliser Maya et utiliser plein de logiciels open source tout autour. On peut utiliser Cabaret, on peut utiliser Kitsu et utiliser Maya. Et donc voilà, je pense qu'il faut voir aussi beaucoup plus globalement les choses. Bonjour, Di, enchanté. Donc, je suis product manager chez Ion. Merci pour cette présentation, merci pour cette conf. Je voudrais rajouter par rapport à ce que tu disais, Stéphane, qu'entre le contaminant et le propriétaire open, il y a aussi les licences MIT, Apache, qui sont libres, enfin qui ne sont pas contaminantes, qui sont open source, non propriétaires, non contaminantes. Donc il existe cette marge de manœuvre. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on aille dans ce sujet-là parce qu'on va y passer réellement 1 heure. C'est pas là où je pense qu'on va aller trouver des stratégies qui vont nous aider à faire des trucs ensemble. Mais si le sujet de cette discussion, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser un élan commun et une collaboration sur un ou des outils qui seraient donc open source pour que tout le monde puisse, enfin surtout qu'il appartienne à tout le monde et pas à quelqu'un en particulier. J'aimerais bien avoir votre avis sur des exemples de succès de ça et qu'est-ce qui, à votre sens, a fait le succès de ça. Parce que des exemples de non-succès de ça, moi ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie, j'en ai 25. Je ne peux pas vraiment parler des succès parce que je ne suis pas objectif,
travaillant pour Ion. Mais j'aimerais bien avoir un tour de salle ou de la scène, si vous avez des exemples de collaborations qui ont marché, qui ont fini par faire une technologie open source. Et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer là comme au niveau de l'animation ou de manière générale? On devrait pouvoir aller un peu plus loin que l'animation, ce sera plus facile de trouver des exemples. Il y a OpenStreetMap qui existe, qui est en collaboration avec Géoportail, etc., où en fait c'est une alternative à Google Maps ou à peu importe la plateforme, et OpenStreetMap, n'importe qui peut poser quelque chose, etc. Et on pourrait très bien aller taper dans les pays et chercher les choses. Et donc, à ton avis de l'histoire, je ne sais pas si tu connais l'histoire de ce projet, qu'est-ce qui a fait le succès de ce projet? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi à le lancer, qu'il y a eu suffisamment de collaboration, de préparation, et pour arriver à un produit qui est utile et utilisé? Je dirais que c'est la simplicité, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire quelque chose très simplement. Je sais que chez Bobby, ça fait 2 mois qu'on a découvert GitLab. Alors oui, on découvre la base, mais moi je ne suis pas développeur. On commence à creuser parce qu'on a fait des add-ons Blender dans notre coin. On aurait pu faire des plugins Maya, hein. Mais on a pu faire ça, et maintenant on se dit, bon, on va essayer de les mettre en open source. Et c'est vrai que déjà, il y a une petite brique de « Ah, il faut apprendre GitLab, ah, il faut apprendre GitHub, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qu'est-ce qu'un repo? Qu'est-ce qu'un commit? Et on apprend. Sur OpenStreetMap, c'est simple. On met un commentaire, et puis voilà. Et Wikipédia, si je me trompe pas, c'est aussi, alors peut-être pas open source, mais collaboratif. Et c'est ça, c'est la simplicité qui amènera à la collaboration. Bon, le temps qu'une autre question arrive, rebondisse, je vous rappelais que quand même le libre aujourd'hui est la fondation d'Internet. Et quand vous allez vous taper Maya open source, vous tombez sur une liste d'une quarantaine de logiciels libres qui sont intégrés dans Maya, parce qu'ils ont l'obligation de lister ça comme n'importe quel éditeur qui utilise du libre. Votre Freebox, par exemple, vous pouvez savoir la liste de logiciels libres qui sont intégrés dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont construites là-dessus. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas ou qui sont... Enfin, FFmpeg me paraît par exemple un très bon exemple de grosse réussite du libre aussi. Et pourtant, c'est un truc de niche dont la plupart des gens dans la salle peut-être ne savent pas que ça existe. Et pourtant, leur infra tourne sur FFmpeg en fait, en grande partie. Et c'est des briques qui sont vraiment importantes et qui sont structurantes. C'est un débat que je pense pas intéressant aujourd'hui entre le propriétaire versus libre. C'était pas ça le sujet du débat. Je pense que ça peut être intéressant de le recadrer et que les deux coexistent ensemble et qu'on peut faire du libre sur du propriétaire. Moi, par exemple, je sais pas s'il est là, mais du Duik qui fait Duik. La plupart des gens qui font du After Effects aujourd'hui ont probablement utilisé Duik, qui a un système distribué sur licence GPL pour faire des add-ons, des rigs dans After Effects. C'est un gros add-on avec plein de fonctionnalités qui permet de faire de l'animation de personnages dans After Effects. Et c'est distribué sous licence libre. Alors, on pourrait même questionner, est-ce qu'il a le droit de le distribuer sur licence libre à partir du moment où la licence ou l'API de After Effects, en fait, je sais pas, d'ailleurs l'API de l'After Effects, on ne sait pas c'est quoi la licence parce qu'elle n'est pas listée. Mais, et aussi, est-ce que c'est du libre à partir du moment où on est obligé d'utiliser After Effects pour pouvoir s'en servir? Bon, ça c'est un autre débat. Mais ce n'est pas incompatible. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est ces briques-là aussi. C'est ces briques qu'on construit par-dessus du propriétaire ou du libre, qu'il soit open source ou pas pour le cas du propriétaire, parce que c'est aussi ça qui crée nos pipelines, en fait, qui structure les outils. Du logiciel, enfin, le cas de Maya est intéressant. Donc, pour moi, le cas de la transition est un autre débat aussi. Mais le cas de Maya est intéressant, où ça fait des décennies qu'on utilise Maya en production. Et la réalité avant que le logiciel libre et les licences libres et les plateformes comme GitLab ou GitHub pour déposer du code existent, c'est que les graphistes, quand ils partaient d'un studio, ils partaient avec le code sous le coude et leur script, et ils arrivaient dans un studio et puis ils installaient les scripts. Ça, c'est la réalité, et c'est ça aussi qui a construit l'animation française. Entre l'intermittence qui permettait de passer d'un studio à l'autre et les scripts qui ont circulé d'un studio à l'autre, en toute illégalité. Mais ça a été vachement bien pratique. Mais c'est un gros revers aussi, c'est que ces scripts, ils sont vieux, ils ne sont pas mis à jour, c'est des vieilles versions qui traînent, alors que si ces scripts-là avaient un repo public et étaient centralisés, ben, au moins on aurait tous la dernière version. Mais ça s'est construit sur ça aussi, l'animation française. Et
Et il n'y a aucun problème. Moi, je suis admiratif de ce qui a été fait chez Golem, et c'est super qu'ils aient été rachetés par Autodesk. Et il y a aucune, pour moi, il n'y a pas d'opposition à ce qui se fait sur Blender. C'est un écosystème, et la question de l'open source et du libre vient se construire par-dessus. Donc, je pense que c'est important qu'on recadre la discussion aussi autour de ça. C'est pas est-ce qu'on va refaire un DCC libre, est-ce que Blender est bien ou est-ce que Maya est bien. Je pense qu'il y a d'autres choses à traiter aujourd'hui dans cette discussion sur comment on réfléchit une gouvernance du libre en France, comment est-ce qu'on calcule l'impact environnemental du libre en France, il y a plein de choses qu'on peut discuter dans la salle de jeu, enfin à mon avis. Flavio, c'était exactement là où je voulais aller, changer de sujet en fait. Là, dans les deux exemples que vous avez donnés, est-ce que le support ou la qualité du support de Duduf ou la qualité de ce qui se passe autour du code, l'accompagnement, est-ce que ce ne serait pas une des parties prédominantes du succès ou de la longévité d'un projet? Et est-ce que le fait que ce soit deux projets qui sont nés chacun dans leur côté et qui ont attiré l'attention, est-ce que ce n'est pas ça qui a créé le truc? Et donc je me permets de questionner, est-ce qu'on doit prévoir quelque chose ensemble et se poser la question de comment est-ce qu'on s'organise, ou est-ce qu'on doit favoriser les petites choses que les gens font dans leur coin jusqu'à ce qu'il y en a une qui prenne un petit peu de l'essor et qui explose, ce qui se passe, à mon sens, dans absolument tous les projets open source qui ont marché, de Linux à Python à Blender. L'année prochaine, on fera un lexique avec intervention courte et intervention longue. Tu parlais de Linux, qui est aussi un énorme exemple. Linux, il y a quelques années, c'était le truc des geekos. Maintenant, on a tous nos portables, enfin les portables qui sont sur Linux, on a énormément de devices qui sont sur Linux. Et voilà, c'est aussi un exemple de succès d'open source. Bon, pas tout le monde peut commiter, mais... Céline Derup, j'ai 1 milliard de choses à dire régulièrement, et on dit plein de choses trop intéressantes. Je vais essayer d'être concise. Moi, je vais donner un point de vue moins tech, plus studio, puisque côté FOSS, on a un peu au même point que Bobby. On commence depuis quelques années à développer pas mal de choses avec Twitter, nous, on est dans la lignée de Di, notre gourou Di. Mais effectivement, je voulais appuyer le côté, il n'y a pas propriétaire versus libre, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on perçoit. Typiquement, on travaille sur Togo, qui est un logiciel propriétaire et qui a aujourd'hui satisfait 81% de nos besoins. Et à l'inverse, par contre, la partie 3D est sur Blender et on est sur Git. Le gros pour moi, c'est deux philosophies qui apportent deux choses différentes. Typiquement, effectivement, les logiciels propriétaires rassurent nos clients. Là, on a un audit de sécurité pour la semaine prochaine. Effectivement, les logiciels propriétaires, ils les connaissent par cœur et ça nous facilite grandement la vie, en fait, sur tous ces échanges avec les grands clients américains. A l'inverse, en tant que studio indépendant, nous, on est indépendant. Il est hyper important pour nous de garder cette indépendance-là. Et en fait, tout switch de politique d'un software a un impact hyper fort, nous, de notre côté. Et quand on construit un pipe pendant plusieurs années autour d'un logiciel propriétaire, on est très pieds et poings liés. Et c'est ce qui actuellement est vécu par beaucoup de studios sur Maya. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu cette perception de guerre entre Maya et Blender. Parce qu'en fait, du coup, Blender offre une autre possibilité et une vraie personnalisation en fonction de nos besoins et de nos enjeux, de notre petit territoire qu'on est quand même la France au final. On reste quand même très petit à l'échelle de l'animation mondiale, bien que bien positionné. Et en fait, les logiciels libres, ça nous permet ça. En fait. Tous les échanges que je peux suivre, moi, depuis 3 ans, je suis à ce poste-là avec toute la communauté TIDIF qui est très curieuse de tous ces sujets-là. Elle est hyper enthousiasmante parce qu'en fait, on est en train d'imaginer le monde de l'animation française de demain tel qu'on aimerait l'avoir. Et encore une fois, ce n'est pas en opposition avec les logiciels propriétaires parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de développer des logiciels de cette puissance-là pour le moment. Peut-être que ça viendra un jour. Et clairement, les échanges qu'il y a actuellement sur comment on met tout ça en point commun, ils sont vitaux pour cette indépendance-là. Et je trouve ça, je suis la première à n'hésitez pas à contacter FOSS et qu'on puisse revenir à ça avec vous. On est tout petit en termes de dev, mais on a plein d'idées à apporter. Pour prendre un exemple aussi, c'est Krita, par rapport à ce que tu dis. Krita, c'est un super logiciel, on peut y faire énormément de choses, mais face à Photoshop, Krita ne fait pas le poids, pour la simple et bonne raison que tous les artistes sont formés à Photoshop. Et on ne peut pas changer du jour au lendemain en se disant « vas-y, on passe sur Krita ». Là, on met le feu à tous les studios, et on a pu voir, il y a quelques mois, Adobe avait commencé à changer ses CGU. On s'est dit chez nous, est-ce qu'on passe à Krita?
on n'a même pas fini le mot Krita que déjà on avait les couteaux sous la gorge. Donc voilà, il y a tout un écosystème aussi qui est un peu stable parfois. Bonjour, Benjamin Legros de Mercenaries Engineering. Moi, j'aimerais aborder un peu la question de la gouvernance des projets open source, parce qu'on parle pas mal de pipeline et de choses comme ça qui seraient un peu cross-studio. Mais souvent, ce qui fait un peu défaut dans les projets open source qu'on voit, c'est une gouvernance qui arrive à maintenir le projet longtemps, qui arrive à intégrer des choses. Voilà, j'aimerais soulever un petit peu cette question-là. Nous-mêmes, on fait de l'open source, on a fait des projets open source, on est développeur de logiciels, on a du mal à le maintenir quand même. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ça. Moi, c'est pour ça que j'ai cité la SWF, bien sûr. Il y a quelque chose à faire en termes, en tout cas, de groupe de coordination. Avec quels moyens, je ne sais pas, mais c'est un vrai sujet, la gouvernance des projets open source, c'est évident. Il y a des exemples dans la salle aussi qui peuvent être cités, donc je vais laisser la salle répondre. Bonjour, Nicolas Lopez de CityWire. Comme dit, j'ai un petit parti pris puisque on développe tout ça. Petit disclaimer, j'arrive dans le monde de l'animation depuis que je travaille chez CityWire. Par contre, j'ai fait 20-25 ans d'open source. J'en ai fait avant que ça soit fun et cool. Et vous prenez une pièce dans le propriétaire versus le libre. Je pense qu'il ne faut pas totalement les opposer, c'est des choses qui peuvent être complémentaires. Vous pouvez faire du Blender sous Windows et du Maya sous Linux, peut-être, je ne sais pas. Par contre, ce qui est important, c'est est-ce qu'on veut partager ce qui est développé en interne et comment on veut continuer à le développer. J'ai pas mal navigué dans le monde des startups et ce qui vient souvent à la base de l'idée d'une startup, c'est qu'est-ce que j'ai comme pain, qu'est-ce que moi j'ai comme douleur tous les jours quand je travaille. J'ai un problème dans mon pipeline, j'ai ça qui ne va pas, je vais développer un truc avec un bout de code qui est peut-être un bout de ficelle au début, mais finalement ce bout de ficelle il a tenu toute la prod, donc peut-être que je peux le mettre en open source. La question de la gouvernance, pour l'instant je suis tout seul à collaborer dessus, donc on ne va peut-être pas trop se poser les questions. Donc on le met sur GitLab. Alors, par contre, très important, mettez une licence dès le départ. Flavio l'a dit, c'est pas de licence, c'est pas du tout open source, c'est même considéré comme propriétaire. Donc regardez un petit peu les licences, BSD, MIT, GPL, AGPL, peu importe, mettez une licence. Si vous mettez du MIT ou du BSD, tout le monde peut en faire ce qu'il veut sans avoir de contraintes juridiques derrière. Apple a mis macOS, ils ont choisi une base de BSD parce qu'ils pouvaient continuer à faire du propriétaire dessus. Si vous partez sur du GPL, il va falloir que le reste du projet soit plus ou moins GPL. Donc on ne va pas rentrer dans ces débats-là parce qu'effectivement c'est très très compliqué et je ne suis pas juriste. Mais mettez une licence. Et si vous n'êtes pas capable de faire du code, de publier du code sur GitHub, GitLab, etc., vous pouvez contribuer aussi sur des choses toutes simples, pour faire de la traduction, pour faire de la doc, pour faire remonter les bugs. Tout à l'heure, tu citais, Flavio, c'est un bug. Nous, en tant qu'éditeur logiciel open source, régulièrement, on nous dit « Ah bah oui, j'ai eu un bug, on vient de le corriger. Ah oui, mais ça faisait 3 ans qu'on l'avait. » Mais nous, on n'était pas au courant. Donc, remontez-nous des bugs. Vous ne savez pas faire des issues sur GitHub. Trouvez un moyen pour remonter ce truc-là sur un logiciel open source. Quel que soit, je parle de Gitfoo parce que je me sens un petit peu concerné, mais Blender, ça va être pareil. Essayez de contribuer. Et aussi, une des bonnes manières de contribuer à l'open source, c'est de propager la bonne parole. Quand vous utilisez un logiciel open source et que vous en êtes content, diffusez-le aux autres studios, à vos autres collègues, formez-les, et ainsi de suite. Bonjour, je suis Anthony Bousseuillet, le patron de DNS. En fait, je voulais intervenir, mais Ben a posé le sujet. En fait, c'est la gouvernance dans l'open source. Quand on regarde effectivement les gros projets qui ont marché, parce qu'on peut parler des briques qu'on utilise dans l'anime, mais il y a tout le reste de l'écosystème. Linux, c'est le plus connu, et vous avez tous les systèmes de base de données, les langages de programmation, Python, PHP, etc. Ils ont tous né d'une idée,
souvent effectivement d'une start-up, mais il y a eu une gouvernance qui a été instaurée sur ces projets, c'est-à-dire qu'on a axé le développement de ces projets. Il y a des discussions, hein, ceux qui suivent ces projets open source, il y a des discussions parfois très enflammées. Par exemple, sur le cas de Linux, je vous invite à les lire. Des fois, ça va très très loin. C'est une vraie petite guerre de développeurs. Mais il y a une gouvernance. On peut toujours, j'ai envie de vous dire, c'est comme un gouvernement, on peut être d'accord, pas d'accord. Il y a un moment, il y a une décision qui est prise. Elle est bonne ou elle est mauvaise, mais voilà. Dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui en open source dans les studios, il n'y a pas assez de gouvernance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé ce truc à mettre. Il faut créer en fait cette gouvernance à un moment sur ces projets. Parce que qu'on partage, moi je suis un vrai feignant dans la vie. Quand j'ai des trucs à développer, j'aime bien aller regarder ce qu'ont fait les autres. Parce qu'il y a déjà plein de choses. Je peux citer autour de minuit, il y en a plein. Christophe Seux, Flavio dit qu'on des guides hyper remplis et il y a des trucs. On en a besoin dans tous les studios. Donc moi je vais pomper à droite à gauche, c'est ma petite expérience, et puis voilà. Je fais le boulot qu'on me demande. Mais en fait, il y a pas de gouvernance sur ce projet. Et ce qui est marrant, c'est que quand on se promène de Git en Git, on se rend compte que les besoins étaient exactement les mêmes. J'ai une anecdote comme ça chez dans un gros studio, je ne vais pas le citer, où on me demande de faire un outil. Il n'y a tellement pas de com en interne que l'autre prod me demande le même outil qui fait le même export sur le même logiciel. J'aurais pu le facturer 2 fois. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est pour vous dire que voilà, en fait, si on veut vraiment avancer sur l'open source, en tout cas en France et dans l'animation, je pense que vraiment la question à se poser, c'est de créer, sous forme d'association, de scope, de ce qu'on veut, une structure qui gère effectivement les projets, les différents projets qui vont naître, qui les coordonne, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les gros projets qu'on a aujourd'hui en open source, partout dans le monde, ils ont bénéficié de mécénat. Vous prenez une base de données MariaDB qui est utilisée énormément sur Internet, qui est utilisée dans les WordPress, les éditions de sites, etc. C'est très très commun, MariaDB et MySQL, qui est son ancêtre. Il y a des grosses structures derrière qui ont donné de l'argent. Des Cisco, des Equinix, des eBay, c'est des grosses marques. Ces gens-là, en fait, parce qu'ils y ont vu un intérêt à un moment. Ils n'ont pas vu un intérêt économique d'éditeur, ils se sont dit, t'es un eBay, tu te dis, bah ouais, ça m'intéresse d'avoir un système de base de données qui marche, même si c'est pas celui que j'ai en production, parce qu'à l'époque, il faut savoir que quand ils ont mis de l'argent, c'était pas ce qu'ils utilisaient en base de données en prod. Donc il faut quand même avoir cette conscience qu'à un moment, effectivement, je suis assez d'accord avec Flavio sur la philosophie, c'est-à-dire qu'on reçoit à un moment du CNC de l'argent public, et il faut qu'on pense, malgré que les budgets de prod soient tendus, etc., à un moment, à aller alimenter ces devs. Et aujourd'hui, c'est des enveloppes qu'on n'a pas dans les studios. On ne réfléchit pas comme ça, et tant qu'on ne réfléchira pas comme ça, en fait, on n'arrivera pas à développer l'open source dans les studios. Moi, ça me paraît compliqué sans ça. Il y a quelque chose aussi par rapport à l'argent et au mécénat, c'est le temps. C'est-à-dire faire de l'open source, ça prend du temps parce qu'il faut le documenter, parce qu'il faut regarder les bugs potentiels, même si on n'est pas tenu de corriger les bugs, il y a quand même un bon vouloir. Dans les studios, le temps, on ne le prend pas assez parce que je ne vais pas aider un autre studio concurrent à corriger un bug qui, lui, va le faire aller plus vite. Or, c'est faux. Si on regarde la big picture, hein, comme disent les Américains, on va plus vite parce qu'on va corriger quelque chose sur lequel on va tomber, nous aussi, dans quelques mois, quelques années. Et donc, il y a à la fois du mécénat, et oui, le CNC, heureusement que le CNC, pour moi, prône l'open sourcing, mais il y a aussi, il faut que les studios se disent, si on veut faire avancer l'industrie et notre propre studio, il faut qu'on donne du temps aux développeurs pour voilà, peut-être participer à cette gouvernance et aussi corriger des bugs de ceci ou cela. Et dans la durée. Oui, bonsoir, je suis développeur indépendant, je travaille avec mon studio. Quand justement on arrive à la limite de l'interopérabilité entre les différents soft, justement, quelle que soit la standardisation ou la normalisation dont on parle, n'existe plus fatalement. Et je pense que justement, là, la problématique que j'ai, c'est qu'on manque de problématiques. C'est-à-dire qu'on parle de source, mais pour pouvoir mettre en place une gouvernance, il faut identifier d'abord des problématiques sur lesquelles on réfléchit, de réflexion, et par la suite mettre en place des opérations qu'on peut gouverner d'une manière ou d'une autre ensemble. Et je pense que la dualité entre ces deux problématiques que sont l'open source d'un côté et la normalisation et la standardisation de l'autre côté, elle est importante. Parce que l'open source, ça ne veut pas forcément dire normalisation, standardisation, et standardisation, ça ne veut pas forcément dire open source. Et quand on fait appel à moi, c'est justement dans des situations où
on voit qu'il y a des limites à la normalisation et à la standardisation qu'on avait pensé, que ce soit entre open source et propriétaire ou open source, etc. Donc, pour pouvoir aller de l'avant, je pense, dans cette questionnement, notamment un groupe de coordination, mais pourquoi? Je pense qu'il faut peut-être commencer à préciser un peu les enjeux majeurs qu'on a dans l'usage de l'open source et dans l'intégration de l'open source dans les pipelines préexistants aujourd'hui. On a parlé par exemple des problématiques de formation, on a parlé des problématiques d'investissement sur les pipelines existants et qui nous empêchent de... Donc si on commence à identifier ces problématiques-là, derrière ça devient plus facile d'organiser une gouvernance, une réflexion, une coopération pour les différentes équipes pour les licences. Bonsoir, moi c'est Radwan, je suis superviseur pipeline à Branch. Coucou Yannick. Je suis aussi lead dev sur un récent projet open source qui s'appelle PyTVPaint, qui est une API Python en fait pour le logiciel. Moi je préfère dire closed source plutôt que propriétaire TVPaint. Et dont une brique principale est basée sur le code de Ion justement. Et en fait, il a fallu convaincre la boîte de sortir, en fait, investir le temps et l'argent pour sortir un logiciel open source. Heureusement, on bosse avec des gens, ça n'a pas été très difficile de les convaincre, mais c'était quand même un coût d'investir du temps dans 2 développeurs qui vont bosser sur cet outil pour le préparer à l'open source. Et aussi, en fait, une fois après release, en gros, j'ai 2 petites problématiques sur lesquelles j'aimerais bien avoir vos conseils si possible. TVPaint fait partie pour nous d'un pipeline 2D en fait, qui est plus général et on a développé pas mal de tools internes, notamment aussi sur les logiciels Adobe, qui pour moi se prêteraient bien à l'open source. Mais maintenant que c'est release, je dois convaincre la boîte à nouveau en fait, de est-ce que ce qu'on a déjà release, ça a marché ou pas. Et de ce côté-là, en fait, c'est un peu compliqué d'avoir des retours. Comme tu avais mentionné, Flavio, en fait, on ne sait pas quel studio utilise ou pas l'outil, et s'il l'utilise, quel retour ils sont, parce que les gens ne vont pas faire d'issue, les gens ne vont pas report de bug ou quoi que ce soit. Et donc de ce côté-là, en fait, c'est difficile de revenir à la boîte et dire réinvestissez du temps, de l'argent, en sachant que est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est pas utilisé. Et de l'autre côté, en fait, il y a ce côté en fait de financement, comme je disais, pour des petites boîtes comme la nôtre, c'est un coût non négligeable. Donc avoir du financement public, c'est super. Après, il faut voir est-ce qu'il y a des modalités vraiment pour faire ça, ou est-ce que c'est vraiment très petit comme moyen et ça va impacter que 2-3 boîtes, ou est-ce que ça va vraiment aider plusieurs personnes en fait. Surtout que ce qu'on a fait, en fait, ça revient à beaucoup ce que vous dites, c'est un cercle vertueux, c'est de l'open source basé sur de l'open source. Et aussi, en fait, on est un petit studio qui ne fait pas beaucoup de 2D, mais qui va sortir un outil 2D qui va aider d'autres studios compétiteurs. Mais on le fait parce qu'on sait que c'est bien pour nous tous, en fait. Donc concrètement, par rapport à ces 2 problèmes, est-ce que vous auriez des conseils en fait, pour non seulement avoir plus de retours de la part des autres studios qui vont utiliser les tools open source, et aussi en fait, comment en fait, on peut s'aider avec des financements publics potentiellement? Plutôt développeur pipeline chez 2 minutes. Moi j'ai l'impression qu'il y a 3 typologies de projets qui peuvent être open source. Il y a des projets type format d'échange. Alors il y en a plein, on en a vu quelques-uns. On a vu OpenMixer, il y a USD, il y a Envy, il y en a plein d'autres comme ça. Et ensuite, donc ça c'est vraiment des briques, j'allais dire, d'assemblage entre les différents logiciels, c'est ce qui va faire le lien entre tout ça. Ça, il n'y a aucun doute, c'est toujours des projets open source qui fonctionnent très bien et qui sont adoptés par l'industrie très rapidement. Et ensuite, il y a 2 autres typologies de projets. Il y a des petits outils. Par exemple, je vais dire que Stencil fait partie un petit peu de ces outils-là, mais il y en a plein d'autres. C'est des petits outils en général, soit des améliorations d'outils existants, soit des petits outils internes. Ces outils-là, en général, j'ai l'impression qu'ils ne se prêtent pas trop à l'open source parce qu'ils sont souvent liés à un workflow très particulier ou à un environnement très particulier. Et en fait, c'est dur à être. On ne peut pas le prendre tel quel et le recaler pour le remettre dans un autre studio parce qu'en fait, c'est un importeur de LBX qu'on a fait chez nous. Oui, d'accord, mais les LBX viennent de quel logiciel? Et ça fait, en fait, toutes ces petites subtilités-là font que c'est très difficile de réutiliser un tool comme celui-là. Et le dernier, c'est les frameworks. Alors, Ryan, par exemple, je considère que c'est un framework. Cabaret, c'est un framework également. Et ça, c'est très bien, je trouve, pour démarrer un studio qui n'a pas de solution, qui cherche à se lancer dans quelque chose
et va tout de suite avoir plein de solutions clés en main. Mais c'est aussi la problématique avec les frameworks, c'est qu'à un moment donné, à chaque fois qu'on utilise un framework, c'est toujours pareil, on se retrouve bloqué par l'usage et en fait on va chercher à déconstruire petit à petit les éléments. Je pense que n'importe quel gros studio qui a fait du SGDK a fini par déconstruire tout ce qui était proposé par Autodesk dans Shopgrid, et il a déconstruit pour refaire ses propres outils internes. Et là, je me dis finalement, dans ces trois typologies de projets, finalement, la seule qui a réellement qui me semble pérenne, c'est celle qui finalement du vivant, c'est tous les formats GR d'échange qu'on revoit ici. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu bloqué avec les deux autres typologies des frameworks, pour les frameworks, mais surtout pour les petits outils? Est-ce que vraiment on peut les réutiliser? Est-ce que finalement on n'a pas un surcoût de gouvernance pour un usage qui n'est pas un peu... C'est une très bonne réflexion sur il faut quelque chose d'universel, comme disait Anthony. Toutes les boîtes ont les mêmes problématiques de manière différente, mais au final c'est toujours scénario, pixel et voilà. Donc si on veut un projet, il faudrait mieux, peut-être pas forcément un énorme projet, mais quelque chose qui parle à tout le monde. 2D, 3D, VFX, etc. Et quelque chose sur lequel déjà on pourrait réussir à s'entendre en se disant ça c'est un besoin, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, est-ce qu'on capitalise là-dessus, etc. Ça, pour rebondir sur ce que tu dis et répondre en partie à la question, ça c'est un point qui est vu pour le coup en commission au CNC. Dès lors qu'il y a des projets open source qui nous sont présentés, les experts ont quand même une grille de lecture et d'analyse en fait, de ces projets, et en fait la proportion de développement qui va être reversée à la communauté et en quoi c'est utile à la communauté et pas uniquement justement une petite brique pour mon pipeline à moi, ça fait partie des sujets. Mettre en place un logiciel open source quand il n'y a pas de communauté derrière qui soit capable de s'en emparer et de l'améliorer et de le reverser à la communauté, ça n'a aucun intérêt, ça n'est même pas de l'open source en réalité. Donc c'est typiquement un des trucs qui est regardé par nos comités d'experts. Bonjour, moi c'est Frédéric Fermont de la CST. Du coup, je suis assez content de ce qu'on entend ici. Je trouve que c'est plutôt positif, productif. On a entendu parler de gouvernance, de communauté. On a aussi parlé du support et du maintien des projets open source. On a eu plusieurs exemples quand même de projets français, des studios, entre autres, qui créent de l'open source. Donc en tout cas, il y a un vrai sujet, je pense. Tu t'es pas trompé, Stéphane, en lançant ce sujet-là. Alors nous, on est une association. On existe depuis longtemps. Et donc, on est neutre, d'une certaine manière. On n'est pas impliqué auprès de certains studios plus que d'autres, etc. Et pour nous, les grandes valeurs qui nous rejoignent dans l'open source, c'est le fait de créer du bien commun, c'est le fait de promouvoir des bonnes pratiques et de promouvoir des bons outils aussi. Et donc, du coup, s'il fallait une aide de notre part pour aider les projets à être soutenus dans le temps, pour monter une gouvernance qui soit neutre, qui soit un peu centralisé autour de ce genre de projet. On est tout à fait disposé à s'impliquer. On en a parlé un petit peu avant que je vienne, ayant vu le programme. Par contre, nous, on n'a pas beaucoup de ressources, pour le coup. Et alors, quand on parle, par exemple, de maintien, c'est clair que nous, on a des développeurs en interne, on a 3 projets open source, mais on n'a pas de tant de développeurs disponibles pour faire de la review de code et ce genre de choses. Voilà. Donc, je ne veux pas lancer un appel direct à notre... confrère du CNC qui est là aujourd'hui, mais en tout cas, si le CNC a envie aussi de participer, à soutenir un consortium... On soutient la CST. Oui, tout à fait. C'est largement. Mais là, c'est pas... Là, je ne parle pas au nom de la CST, je ne dis pas que la CST pourrait seule porter un tel projet. En tout cas, nous, on pourrait s'impliquer, mais là, actuellement, c'est clair qu'on n'a pas de moyens particuliers. Donc, Jean Boutard de la société Datasport. Nous, on est une petite société qui faisons principalement de la 2D, un petit peu 3D, mais on a la particularité de faire beaucoup de choses très très différentes, puisqu'on a des pipelines différents à chaque projet qu'on fabrique. Et du coup, on a été confronté beaucoup à ces problématiques de développement. On a fait beaucoup de briques dans tous les sens. On a refait des choses plusieurs fois aussi. Et du coup, tout ça, je pense que la question de la gouvernance est hyper importante et je pense que ça peut devenir que de là. Mais on a un peu rêvé à un moment donné, et parce que Flavio l'a très bien dit,
quelque chose à faire, je pense, notamment on voit à quel point les outils de Notepad permettent aujourd'hui de faire des choses facilement en développement, et on a un socle commun on fait tous des workflows, enfin on met en place des pipelines, on définit des workflows, et quand on les fait, on a, je pense, la possibilité de chacun pouvoir bien mettre ses petites briques ensemble, et si on arrive à trouver un moyen, et là ça va lancer la troisième session, mais de trouver comment on peut partager toutes ces petites briques et dans un même outil, simple utilisation. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Nous, on arrive petit à petit à mélanger un peu les différentes briques qu'on a fait, à les brancher les unes aux autres. On commence à travailler avec d'autres super pour faire la même chose. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je me permets juste de remettre une pièce dans la machine. Donc oui, merci pour tout le monde. Félix de Millau, il se trouve qu'on est un peu voisin justement avec les astros à la toucherie avant les vacances. Pour moi, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de briques qui sont un peu qui établissent des fondations qui permettent d'avoir une maison solide. Mais moi, en fait, en tant qu'humble chargé de production, ce dont je suis témoin à chaque fois, tous les jours, c'est à quel point en fait, les techniciennes n'ont pas de socle commun sur des choses aussi élémentaires qu'une nomenclature ou des espoirs. Et pour moi, en fait, si effectivement une histoire de gouvernance peut donner ce genre de paramètres, c'est super. Alors Cédric Chapelot, pour la Confédération nationale du travail, syndicat de salariés. Alors je vous entends depuis tout à l'heure, j'ai un point de vue nettement différent de certains. Nous on a un syndicat anticapitaliste et donc la notion de l'open source nous parle. Il y a plusieurs personnes qui sont à la CNT qui participent au projet Framateam que peut-être certains utilisent de leur logiciel. Et en tout cas dans notre idéologie, dirons-nous, la réappropriation des outils de travail des salariés fait partie de notre projet. L'anticapitalisme et toute sortie de logique financière fait aussi partie de notre projet. Je peux rediscuter avec mon syndicat, bien évidemment, puisque je suis mandaté et pas du tout décisionnaire, de voir si on ne peut pas porter, en tout cas je pense que la CNT aurait largement sa place dans un projet comme ça, et soutenu par les salariés eux-mêmes, en reprenant leur outil de travail, et si possible sur la base du bénévolat, puisque nous c'est comme ça qu'on fonctionne à notre syndicat, il n'y a pas de salariés, et donc essayer de voir si on peut essayer de faire quelque chose. Voilà. En tout cas moi je suis ouvert. Bonjour, Alexandre Brotteau de Loops Creative Studio. Alors, nous aussi, on utilise beaucoup l'open source pour une raison aussi, entre guillemets, stratégique. C'est, donc, on est Unreal, Blender, Kitsu, Ion. Et en fait, on n'a pas envie de devenir trop gros aussi pour question d'échelle humaine, ces choses-là. Et donc, du coup, ça nous permet de faciliter énormément aussi les partenariats avec d'autres studios parce qu'on peut plus facilement partager des outils, on peut plus facilement essayer de mutualiser certaines choses. Je suis très raccord sur le côté nomenclature si on arrivait à faire quelque chose d'uniforme, mais honnêtement, là, c'est un gros dossier. Et voilà. Et ma question, en fait, c'était plus pour le CNC, en fait, tous les dossiers d'aide, donc c'est plein de projets open source, est-ce qu'ils sont listés quelque part? Est-ce qu'on peut justement savoir, parce que ça se trouve, si c'est open source, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et ce serait bête de le refaire. Donc, en fait, c'est ce listing, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose pour ça? Il n'y est pas encore, mais c'est un sujet sur lequel on peut travailler. Je suis chargée de production pour la French Machine. Donc ma question va peut-être paraître assez simple, parce que je ne suis pas développeuse et du coup je suis ici pour m'informer et essayer de points. Globalement, c'est un peu la traduction que je me suis faite justement pour comprendre toute cette conversation. Il manque une sorte de nexus pour l'open source. Nexus, c'est plus utilisé pour le jeu vidéo, pour installer des mods, où généralement c'est assez commenté par des utilisateurs. Il y a souvent des gens qui vont corriger quand un mode ne fonctionne pas. Et est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un petit peu j'ai réussi à comprendre mon jeu? Je pense que c'est un des enjeux, de toute façon. On n'est pas sur la même taille de communauté aussi. J'imagine, je ne connais pas bien Nexus, mais si on a une communauté de joueurs, elle est beaucoup plus grosse que la communauté de développeurs d'animation. Mais ça peut être un axe à observer en tout cas.
Mickaël Delaporte, donc Pixel Coder. On fait de l'accompagnement des studios pour les développements internes. On est beaucoup confronté à la problématique de amener les studios justement à open sourcer leur développement, à collaborer aussi pour arriver déjà à réduire les coûts, à rentrer dans leur budget, etc. On se rend compte que c'est surtout un problème de communication et de timing. Je pense qu'il manque surtout un espace pour que les studios puissent communiquer et qu'ils puissent... quand quelqu'un a besoin de mettre en place quelque chose, qu'il puisse le communiquer à l'ensemble de la communauté et que les gens puissent réagir et se mettre en commun sur un groupe, du coup, et pouvoir mettre en place le projet dès le départ en mode collaboratif. Et ça apporte beaucoup plus de force au projet, niveau budget, mais aussi niveau pérennité du projet. Vu que plusieurs personnes sont déjà dessus, ça permet de s'assurer que le projet vive plus longtemps et qu'il soit maintenu par plus de monde. Vraiment, pour même l'animation, donc développeuse à l'animation. Moi, je voulais amener le sujet et le débat autour de la question de la formation et du rôle des écoles en fait dans le fait d'utiliser des logiciels open source. Typiquement, je pense à ESART. Moi, j'ai suivi une formation à ESART et je me souviens que nos professeurs nous avaient montré Natron, par exemple, qui est un logiciel qui sur le coup m'avait paru assez intéressant. Il me semble que là, le projet n'a pas continué, malheureusement, mais ça fait partie des sujets qui me semblent intéressants à explorer. Quel est le rôle qu'on veut donner aux écoles pour former en fait, les développeurs de demain? En fait, c'est aussi ça, parce que c'est aussi en formant des développeurs et des étudiants à travailler sur des logiciels open source qu'on peut ensuite sensibiliser les professionnels et les studios à les utiliser aussi. Je pense que les deux sont très liés, qu'il faut l'envisager comme ça aussi. Donc, quel est le rôle des formations des écoles? Oui, et au-delà du rôle des écoles, il y a également le rôle des laboratoires de recherche académique, donc qui font partie d'écoles, de grandes écoles, et qui peuvent contribuer également au développement. Vous avez par exemple un logiciel libre qui s'appelle VLC, qui a été initié au sein de Centrale, et aujourd'hui qui est diffusé à travers le monde en millions d'exemplaires. Donc il y a aussi des réussites qui proviennent des écoles et de la recherche académique dans l'open source. Alors je ne sais pas si on pourra parler de synthèse, parce que ça a été quand même extrêmement... c'était un peu un feu d'artifice, vos contributions. Les choses se recoupent assez simplement, et tout ce que va dire Flavio, je suis complètement d'accord avec lui. Bien, alors... Flavio, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui. Moi, un truc qui a été discuté plusieurs fois, c'est identifier les projets. Moi, ça me paraît ultra important de pouvoir savoir ce qui existe ou pas. Parce que même quand on fait une recherche, ça ne marche pas toujours de trouver l'outil qu'on va développer. Donc, c'est là que je posais la question de groupe de coordination ou d'identification des projets. Nous, par exemple, on a la démarche de, quand on va créer un nouvel add-on pour Blender, notamment, on fait un cahier des charges, on l'écrit, on le partage à une petite communauté de superviseurs Blender. On leur demande deux choses. Est-ce que vous connaissez déjà l'équivalent de cet outil, parce que peut-être qu'on l'a raté. Et deuxième chose, c'est, et du coup on peut contribuer à cet outil, plutôt que de le refaire. Et la deuxième chose, c'est, est-ce que vous avez des meilleures idées que nous? Parce que tant qu'à le développer, autant le développer que ça soit plus intéressant dès le départ. Moi, la question donc cette question d'identification de projets qui sont aidés par le CNC, mais de façon générale, les add-ons et des studios qui ont des repos, des dépôts de code en ligne, par exemple, ils ne sont pas identifiés aujourd'hui, c'est difficile de tomber dessus, et des fois on tombe dessus par hasard, on se fait « Ah putain, mais Fortiche, ils ont fait un paquet de trucs là », et en fait on ne le savait pas, parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Et ben, ils sont là, les dépôts de code. Désolé. Donc la question de la communication elle peut passer aussi par les articles. Aujourd'hui, peu de studios ont des blogs, ou peu de studios ont des endroits où ils peuvent parler de technique aussi, et donc il y a quelque chose à faire peut-être de ce côté-là. Ça c'est un autre sujet. La question d'un label open source, moi, elle pourrait être intéressante parce qu'elle pourrait regrouper certaines des problématiques qu'on a vues là. Est-ce qu'il y aurait une charte open source, ça veut dire quoi? De l'open source, ça veut dire quoi? Et aussi peut-être un guide de bonne pratique, parce qu'il y a plein de questions qui ont émergé sur quelle licence, pas quelle licence, pourquoi, comment, sur quel dépôt de code, comment je fais Et donc ça pourrait être un guide aussi qui pourrait être imaginé et transmis, qui rappellerait ses bases finalement. Mais la charte pourrait être aussi une forme d'engagement, à mon sens, à partir du moment où on s'engage à faire du libre, par exemple en demandant de l'argent au CNC avec cette majoration, il y a un engagement aussi normalement de le publier et peut-être de le communiquer en fait, mieux.
Donc il y a différents sujets comme ça qui peuvent se recroiser. J'avais posé la question de l'environnement. Il y a un vrai sujet sur le calcul, l'impact de l'open source aussi au niveau environnemental. Le fait que 10 studios ne refassent pas le même développement a sûrement un impact aussi dans les bilans carbone. Donc il y a des choses à imaginer. Donc il y a des sujets comme ça à creuser et aller chercher. Il faut se mettre d'accord, il faut en parler, il faut voir qui est intéressé aussi par mettre du temps, parce que effectivement c'est une question de temps principalement. Mais il y a des outils, il y a des choses à faire. Donc il y a des outils, mais en même temps, est-ce qu'il ne manque pas justement un outil pour identifier les projets et parce que là, il y a plein de plateformes qui existent où on peut déposer tout ce qui est développé, mais finalement, il faut aller sur chacune des plateformes et faire la recherche et voir s'il y a quelque chose qui correspond, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer au niveau peut-être plus filière qui puisse permettre justement une forme d'inventaire des outils existants et des développements en cours? Je pense qu'il faut distinguer les deux, entre ce qui est fonctionnel aujourd'hui et ce qui est en cours de développement à une échelle à définir. Et tu parlais de charte, je pense qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça, parce que moi, en parlant avec les équipes tech, il y a quand même un vrai souci, j'allais dire, économique, mais pas que, c'est aussi un peu culturel, à aller jusqu'au bout du développement, c'est-à-dire que le développement, il est fait, l'outil, il marche, simplement, il n'est pas ergonomique. Donc, c'est là aussi où il y a quelque chose, parce que moi, j'ai des retours au niveau du studio, comme quoi le même outil a été développé dans un autre studio, mais il n'est pas ergonomique, donc en fait, on va tout reprendre à zéro. Alors que justement, on pourrait mettre une surcouche d'ergonomie, de l'UX, de l'UI. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui peut ou doit faire partie, ou peut-être fait déjà partie du cahier des charges du CNC quand il y a un soutien, j'allais dire imposé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'ergonomie pour l'utilisateur, de telle sorte que les outils, les briques soient mieux valorisées, mieux comprises, identifier, réutiliser, compléter, etc. Oui, ça fait partie des choses que regardent les experts. Non, mais après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Sur la communication, je suis assez d'accord. Nous, on peut travailler dessus aussi sur la mise en visibilité des projets qui passent chez nous. Je ne pourrais jamais être un outil de référence de filière sur le sujet. Ça, pour le coup, c'est à la filière de s'en emparer. Donc ça, on peut travailler dessus. Moi, le sujet, effectivement, c'est à quel point, ce qui a été mentionné, c'est à quel point, quand les projets arrivent chez nous avec une philosophie open source, encore une fois, pas nécessairement logiciel libre, je fais bien la différence entre les deux, la question, c'est quels sont les développements qui vont bien alimenter la filière derrière, l'entièreté de la filière, et sur quelle communauté il s'appuie, et est-ce que cette communauté a la puissance de feu nécessaire pour améliorer en permanence la solution dans la durée. Parce qu'il y a aussi, on en a peu parlé, mais à partir du moment où on se lance là-dedans, il faut, je veux dire, la clé du succès, c'est une communauté puissante qui soit capable d'améliorer en permanence le dispositif, de le transformer, d'en faire autre chose, et de l'amener à un objectif qui s'inscrit dans une durée assez longue. Et ça, pour le coup, c'est compliqué, et c'est compliqué à voir, même pour nos experts qui se prononcent à un instant T. Mais pour la communication, c'est essentiel que les gens aient un endroit où se parler. Je prends l'exemple de Creative Machine, qui est un Discord justement sur l'intelligence artificielle. Ça vit énormément, et je remercie encore à tous ceux et celles qui s'en occupent, parce qu'il y a un hub, il y a un endroit où tout le monde vient. Parce que sinon, il y a plein d'endroits à gauche, à droite, et puis on regarde ça, on oublie qu'il y a ça. Et là, ce qu'il faudrait, c'est un endroit. Alors, on arrive toujours à la gouvernance qui lance ça, mais un endroit où on puisse discuter et on puisse savoir effectivement, tiens, on est passé à côté du report du CNC, et ben hop, il y a quelqu'un qui le balance, et comme ça, on a l'information. Et plus on aura un endroit où échanger, et plus on pourra avancer là-dessus. Alors après, pardon, du coup, encore une fois, moi, pour travailler sur le sujet, on ne pourra pas être l'endroit. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ce soit un objet étatique. C'est-à-dire que votre lieu de rencontre et de discussion ne peut pas être un établissement public. Ouais. Si on crée une plateforme, est-ce que ça a du sens de créer une plateforme qui rassemble des outils qui ont été développés à destination de l'animation au sens large, ou est-ce que finalement, c'est pas un peu réducteur
parce que je veux dire, les outils qu'on développe ou les outils qu'on utilise peuvent dépasser largement le cadre strict de l'animation. Et comment est-ce qu'on doit essayer d'imaginer, je vais appeler ça une plateforme, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans tous les cas, un lieu où on peut identifier et rassembler exactement ce que tu mettais dans tes slides. Parce que je pense qu'on est conscient qu'il y a ce besoin. Maintenant, c'est quoi la bonne forme, c'est quoi le bon... Il faut essayer quelque chose. Le bon modèle, oui. Tu as raison, il faut déjà essayer quelque chose. Mais voilà, est-ce que ça a du sens de le faire à l'échelle de l'animation, ou est-ce que finalement la communauté est trop modeste, si on compare aux jeux vidéo par exemple, et est-ce que c'est trop réducteur par rapport aux besoins et aux compétences, et essayer de trouver quelque chose qui soit plus large, ou est-ce qu'en fait ça n'a aucun sens d'avoir une plateforme, j'allais dire, de filière, et il faut réfléchir à autre chose? Moi, je dirais que la communauté de l'animation a tout intérêt à se serrer les coudes déjà et communiquer ensemble, surtout qu'on est effectivement face à d'autres industries et qu'on doit créer des ponts avec ces autres industries, comme ça a été cité avant. Mais si nous, déjà, on est ultra divisés et qu'on ne se parle pas, bon, bah, à partir de là, nos intérêts ne seront jamais mis en avant. Clairement, auprès d'autres industries, si on n'est pas un peu fédéré, qu'on explique comment on fait les choses et pourquoi on les fait comme ça, il y a un moment donné où je pense qu'il faut... Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Est-ce que c'est effectivement un site web qui regroupe les projets open source bien rangés, bien catalogués? Bon, il y a tout un débat sur ce que ça peut être bien rangé, bien catalogué. Est-ce que c'est un Discord? Est-ce que c'est qui n'est pas open source? Est-ce que c'est... il y a sûrement... voilà, je ne sais pas, s'il y a des gens qui ont envie de réfléchir à ça, je pense qu'on peut déjà créer un petit groupe... une petite mailing list et commencer à avancer sur ces sujets, hein, et il y a des trucs à tester effectivement. Il y a des trucs à tester, point. Enfin, il y a des trucs à tester et voir comment ça prend et ce qui prend. Quoi. Par rapport aux derniers échanges qui viennent de se faire, là, moi je pense que donc, ce qui est proposé, c'est de se dire qu'à un moment donné, on crée un petit groupe de travail et qui commence à réfléchir sur quelles peuvent être les premières actions, que ça soit sur un site de référencement ou même de mettre en place un processus d'échange, parce que ça peut faire l'objet aussi, on va dire, d'un premier projet, identifier les sujets et voir quel pourrait être un premier projet collectif. Ce qu'on peut faire facilement, c'est ce soir créer un Discord, demain mettre un QR code et ceux qui s'intéressent de discuter, on y va. Et après, on verra bien si c'est la bonne plateforme ou pas. Mais on peut déjà faire... Ah bah voilà. Bon. Écoute, à l'applaudimètre, c'est la proposition qui a été adoptée.